ceux qui ne savent pas, eh bien, le sage a changé de casquette. Il demeure sage, mais il se plaît dans la peau du doyen, n'est-ce pas? Et à ma gauche, vous la reconnaissez, la talentueuse Prissy, la dégageuse. La danse, c'est sa passion. Et voici donc Dr Philo qui nous rejoint. Ah, c'est bon. Je vous en prie. Allez-y. Allez. Bon, vous deux, vous partagez une orange. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. Ah. Merci beaucoup, merci public, merci. Le reste, là, on va garder ça pour vos soeurs qui sont restées à la maison. Voilà. Philo, oui. Tout va bien? C'est un père de famille qui arrive aujourd'hui, un père de famille généralement responsable, c'est comme ça il s'habille. D'accord. Très simple, il est là, voilà, c'est ça. Quelle harmonie! Oui, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de son foyer. Un père de famille ne rentre jamais bredouille à la maison. Quand il rentre, il y a tous des petits trucs, des gâteaux. Voilà, et puis... Papa! Donc, tout le monde sait plus ou moins l'importance des parents dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une personne. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas la chance de voir leurs parents, qui n'ont pas la chance de grandir avec leurs parents. C'est d'ailleurs le cas de notre invité témoin du jour. Et tout de suite, je vous fais lecture du thème. L'absence totale de mes parents me pousse à me réfugier dans l'écriture. Notre invité témoin, découvrez-la tout de suite avec Ange Gogbo. Juriste, journaliste et écrivain née à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire, elle décide de poser la question de savoir qui sont ses vrais parents. À force de vouloir tout savoir, elle découvre l'incertitude, la peur et le manque de confiance. Notre invitée d'aujourd'hui est en quête de vérité sur son identité. Mariée et vit aux États-Unis. Très vite, elle se lance dans l'écriture pour combler un vide. Mais malgré cela, il reste toujours un vide en elle. Trouvera-t-elle à ses midis l'équilibre tant souhaité ? Ou acceptera-t-elle simplement sa situation? Toute la suite de son histoire avec Caroline. 11. Et voilà. Recevons à présent, avec ces mêmes ovations, notre invité témoin, j'allais dire Lynn Carole Guy. Et comme on l'a entendu dans l'élément, elle est écrivain. Elle est aussi journaliste, elle vit aux États-Unis depuis 11 ans. Donc, attendez-vous de temps en temps à du franglais. C'est vrai qu'elle parle français, mais par moments, ça se mélange dans sa tête et elle parle anglais. Lynn, bienvenue sur notre plateau. Merci. En fait, son nom est le contraire. Son prénom, c'est le contraire. C'est Caroline, mais renversé. Donc, c'est Lynn Carole. Homo. Exactement. Homo à l'envers. Je suis contente de vous recevoir. Merci. Je vous rappelle donc le thème du jour, l'absence totale de mes parents me pousse à me réfugier dans l'écriture. Merci de bien vouloir vous rasseoir et tout de suite, l'avis de Dr Philo. Merci beaucoup, merci. Le jingle n'est pas encore prêt. Hein? Ah d'accord, ça y est, merci beaucoup. Merci public, merci mes enfants, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, vous êtes un père comblé. Oui, un père, c'est toujours son boîtier quand il rentre à la maison. Même quand il ment, personne ne peut dire qu'il ment. Allez, ma fille, tiens, toi, tu laves ça après. Voilà, c'est un père de famille comblé qui est là. Et donc, ça, c'est ça. Moi, je vous dis, moi-même, là, c'est ce que j'ai vu au quotidien ici. Ouais, moi, j'ai perdu mon père en 2000. Voilà, ne pleurez pas, c'est pas votre papa. Ouais. Voilà, c'est mon père à moi, c'est à moi de pleurer. C'est le grand-père. Voilà. J'ai perdu en 2000 et c'est ce qui m'a poussé à l'humour aujourd'hui. Je me suis dit que quand j'ai vu le corps de mon père, j'ai dit, mais il y a quoi là? Il n'y a rien dans la vie, je suis devenu humoriste. Non, je ne suis pas... C'est quoi le lien? Non, mais c'est ça, en fait, cet amour, cette absence-là, cette absence d'amour parental, là, a fait qu'aujourd'hui, je me suis investi dans l'humour. Et c'est tout. Elle s'est investie dans l'écriture. On dirait comment elle a fait quoi, la littérature? Elle a attrapé ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'est réfugiée dans les bras de la littérature. Mais je vous jure, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui vont vous en vouloir. Celle-là, elle ne connaît rien, hein, quand même. À cause de l'amour des parents, elle n'a pas eu là. Elle s'est réfugiée dans la littérature. Elle n'a beaucoup de garçons. Beaucoup de garçons d'Abidjan là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des jeunes filles aujourd'hui, par ce manque d'amour là, elles appellent leurs copains papa. Parce qu'elles veulent comme. Oui, mais c'est ça. Ça dit papa, puis c'est là. Hein? Aucune responsabilité. Et c'est ce vide-là qu'il faut combler. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Fierté, les parents, nous avons le devoir même de nous occuper de nos enfants. Parce que le père, c'est ça.
Un enfant aujourd'hui, c'est-à-dire, doit être le reflet même de sa famille, de ses parents. Imaginez un enfant qui passe tout son temps à voler, son père n'a jamais volé. Ça, c'est le reflet de dehors. Un enfant qui passe tout son temps à découcher, il est partout dans la rue, son papa n'est pas vigile, sa mère n'est pas vigile, c'est lui qui découche, il veille, il veille, il veille. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc je vous dis que voilà. Vous avez embrassé la littérature, vous êtes écrivaine aujourd'hui, Dieu merci, et ça se voit à travers les artistes. Certains les artistes, quand ils ont ce manque d'affection, si c'est les deux parents, d'affection parentaux, il faut faire la musique. C'est pourquoi dans la musique, vous attendez beaucoup de bruit là. Parce que c'est tout le quotidien des parents, là, cet amour là. C'est tout ça là qui reflète l'image de leur musique aujourd'hui. Et la littérature est par excellence cette connaissance, recherche, c'est-à-dire vous enseigner la vie. Ça veut dire que tout ce que vous avez ce manque-là d'affection, l'absence de ces parents-là, vous exprimez ça dans la littérature. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez écrire beaucoup. Parce que l'amour parental seulement là, c'est pas seulement pour les parents, même le voisinage aussi. Vous allez écrire pour vos parents, pour vos voisins, pour tous ceux qui sont dehors, en tout cas pour toute une population. Donc apprêtez-vous à écrire, même, et puis je sais que les encres vont finir 2 jours. Merci vraiment, je vous infiniment. voilà. Docteur Philo. Et voilà, nous allons donc partir pour la question du micro-trottoir. Ça va se faire avec Pattern. Qu'est-ce qui pourrait pousser les parents à rejeter leurs enfants? C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Pattern-Assémian. Selon vous, quelles pourraient être les raisons pour des parents d'abandonner leurs enfants? Ce n'est pas du tout normal que des parents refusent d'accepter leurs enfants. Parce que tout compte fait, c'est leur sang. Et de façon naturelle même, ils sont dans l'obligation de les accepter. Il y a sûrement des raisons, mais les parents doivent vraiment faire l'effort d'accepter leur enfant. Parce qu'après tout, c'est leur sang, c'est leur enfant. Donc quelle que soit la raison qui vraiment les pousse à rejeter cet enfant-là, je pense qu'ils doivent vraiment faire l'effort de l'accepter parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. Donc s'ils ont accepté qu'il vienne au monde, ils doivent vraiment mettre tout en œuvre pour s'occuper de lui, pour l'accepter vraiment. En vérité, il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas de raison, mais voilà, chacun sait pourquoi il fait un enfant et il l'abandonne. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Pour moi, ça n'existe pas même. Ça n'existe pas. Un parent doit éduquer son enfant de sorte qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Voilà, donc qu'il fume la drogue, qu'il parte voler, qu'il parte tuer même. Je ne vois pas pourquoi un parent doit abandonner son enfant. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Chaque fois qu'on vous sollicite, chaque fois qu'on vous tend le micro, vous répondez à nos questions. Lynn Carole, encore une fois, bienvenue sur le plateau de ce midi. Ça va, vous vous sentez bien? Super. En tout cas, nous y veillons. Nous veillons à ce que vous vous sentiez bien sur le plateau, que vous soyez à vos aises pour cette histoire que vous allez raconter. C'est un pont de votre vie. C'est l'histoire de votre famille, c'est votre histoire, donc ça implique forcément d'autres personnes. Mais on essaiera tant bien que mal à résoudre non seulement votre problème, nous n'en avons pas la prétention, mais aussi à pouvoir donner quelques pistes de solutions aussi aux personnes qui se retrouveraient dans la même situation que vous. Déjà, dans un premier temps, je souhaiterais savoir l'environnement familial dans lequel vous avez grandi. J'ai pratiquement grandi à Toban, qui est ici à Abidjan, je dirais, de 7 ans à 26 ans. J'ai grandi dans la maison de ma grand-mère et c'est ma tante, la petite sœur à ma mère, qui nous entretenait. Voilà. Et pendant ce temps, où étaient vos parents ou qu'est-ce qu'on vous avait dit les concernant? Je crois que l'histoire que j'ai entendue de manière récurrente, c'était que mon père, 3 ans avant ma naissance, mon père est parti à Toulouse. Et ma mère, à cette époque, n'avait pas l'occasion de communiquer avec lui. Et donc, à 7 ans, je quitte ma mère aussi. Donc, c'est pratiquement 19 ans sans les deux. Voilà. À 7 ans? Enfin, 19 ans sans ma mère et puis peut-être un peu plus sans mon père. Mais je veux dire, à cet âge-là, est-ce que vous étiez déjà attaché à votre maman? Vous saviez que vous aviez une maman, tout ça, vous la connaissiez? C'est normal. À 7 ans, quand même, on a des souvenirs, même quand 19 ans après, on n'a pas vu ses parents. Bien sûr, 7 ans, c'est quand même l'âge de la conscience. Hein. Donc, je dirais, 7 ans, j'ai quand même l'image de la personne. J'ai certainement pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai l'image. Et après, plus rien. Ils sont portés disparus. Aucune trace de votre maman, encore moins de votre père. Exactement. Ouais. Et comment vous vivez cela? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, la prière étant aussi une thérapeutie,
thérapeutique personnelle. Yes. Donc, on priait beaucoup. Et ma tante, à l'époque, elle était très chrétienne. Elle est toujours chrétienne. Donc, elle me parlait beaucoup. Elle n'avait jamais fait de psychologie, de psychanalyse, mais elle savait comment me donner confiance en moi. Voilà. À vous entendre parler, on a l'impression qu'elle vous traitait bien. L'amour d'une mère, l'amour d'une tante, c'est deux choses différentes. Voilà. Quand on dit tantie, dans la conscience, on sait que c'est pas maman. Voilà. Oui, elle me traitait bien, mais j'avais bien évidemment ce manque. Et ce manque, ce vide-là, qu'est-ce que ça a pu produire comme conséquence sur vous ou comme impact? J'avais couramment des petites paniques de peur. J'avais, comment dire, un manque de confiance en soi, voilà, et un peu de confusion aussi, je dirais. La confusion était produite par quoi? Quel genre de questions vous posiez, par exemple? Puisque j'avais jamais, normalement, j'avais jamais dit maman ou papa, donc dans mon esprit, je me posais la question de savoir si c'était normal. Voilà, quand je fréquentais mes amis à l'école, qui me disaient leur père, leur mère est décédé, moi, ça me disait absolument rien, parce qu'il n'y a pas de sentiment. Ça n'a jamais été créé, en fait. Voilà. Donc, ça a créé beaucoup de confusion. Oui, le sage, vous voulez intervenir maintenant? Moi, je suis un peu curieux. Je voudrais savoir, comme elle écrivait, moi aussi, j'aime bien la plume. Je suis tenté de lui demander de me dire si elle a déjà écrit un poème où elle crie, elle affiche son cri, sa soif de l'amour maternel. La poésie et puis la fiction, le non-fiction, c'est carrément 3 ou 4 choses différentes. Je ne saurais écrire une poésie. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Donc, non. À ce que je sache... Allez-y. Pour vous, que représente une mère en tant qu'écrivain? On ne peut que donner ce qu'on a reçu, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une mère. Alors, votre mère, parlons-en, c'est à 26 ans que vous la rencontrez véritablement. Ouais. Elle disparaît pendant 19 ans. Comment se fait la rencontre? Donc, elle revient, tout le monde est content. On vit ensemble pendant quelques temps avant que mon frère nous fasse partir aux États-Unis. Et pendant ces petits temps, je crois qu'on clashait tout le temps. Votre frère aîné, vous avez la même maman? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, on clashait tout le temps parce que je suis un peu... Pas que je suis un peu rebelle, mais je suis un peu... j'ai un comportement un peu dur. On essaie de comprendre. donc, on clashait beaucoup et ça m'éloignait encore plus. Voilà. Il n'y avait pas de moyen de rapprochement. C'était dû à quoi? Je pense que la technique n'était pas appropriée parce que... des deux camps ou Bien sûr, des deux camps. Des deux camps. Parce que la communication, c'est feedback. Donc, je dirais la technique de communication entre elle et moi n'était pas appropriée. Pourquoi? Parce que normalement, en Afrique, on n'a pas cette technique psychologique là, de parler aux enfants. Et surtout quand il y a ce genre de problème-là. Normalement, c'est quelque chose... il aurait dû avoir une 3e partie, c'est-à-dire quelqu'un, un psychologue, un counselor, quelqu'un qui va nous aider à comprendre pourquoi cette absence. Et si elle-même, elle a eu aussi un petit problème de rejet aussi dans son enfance ou une petite instabilité. Donc, il y a cette 3e personne-là qui doit normalement intervenir, quoi. Mais on l'a fait tous les deux. Donc, tous les deux, c'est généralement 2 terrains déjà hostiles. Voilà. Alors, je voudrais tout simplement rappeler ou informer les téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'intervenir sur la page C'est Midi, Facebook de l'émission C'est Midi, ou encore sur la page Twitter. N'oubliez surtout pas de rajouter le hashtag C'est Midi pour que Paulus puisse lire à l'antenne vos différentes interventions. Alors, nous allons donc poursuivre notre échange. Alors, votre père, vous le rencontrez à quel moment? D'accord, donc je le rencontre entre 25 et 26. Voilà. De manière bref, on se voit, je partais couramment 1 ou 2 fois chez lui. Et c'est ça a juste été ça.
ça a juste été ça? Est-ce que ce qui s'est passé entre vous était loin de vos attentes? C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous vous attendiez peut-être à ce qu'il y ait un peu plus de chaleur, un peu plus d'affection, peut-être l'affection que vous n'aviez pas reçue de votre maman. Vous pensiez que ça allait être différent de votre père? Pratiquement, je n'attendais pas d'affection, mais j'attendais des explications. Des explications? Ouais. Vous en avez reçu? Pas du tout. Quelles questions avez-vous posées? Généralement, des deux, je n'ai jamais posé de questions. Je ne leur ai jamais posé de questions, mais j'attendais qu'ils fassent le premier pas. Et puisqu'ils ne l'ont jamais fait, mon père a essayé. Il m'a raconté des histoires dormies debout. Je savais que c'était bien évidemment pas la vérité. Mais bon. Est-ce que vous pouvez décrire un tant soit peu votre ressenti par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui bouillonne? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce grand mur entre vous et vos parents? C'est beaucoup de... Avant, c'était beaucoup de haine. Beaucoup de haine auparavant. Beaucoup de haine et puis beaucoup de gens en vengeance, quoi. Je les attendais au tournoi, bien évidemment. Et après, ça ne m'a plus rien dit. J'étais juste indifférente. Mais est-ce que vous ne savez, vous ne pensez pas que... Excusez-moi, moi, je parle en tant que père de famille sur ce plateau. Elle rit déjà. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu dur de caractère? Parce que nous sommes en Afrique, hein, nous savons nos valeurs ici. Ce n'est pas le père ou la mère qui doit aller vers son enfant. Non, hein, c'est à vous-même d'aller, papa, maman, obliger les parents même à accepter cette affection-là. Même quand ils ont disparu pendant 26 et 19 ans? Oui, ils reviennent, mais ils reviennent. Elle a mis cette chance quand même là de le rencontrer à nouveau. Et puis là, il est déjà mature. Il ne faut pas attendre peut-être que l'intervention d'une troisième personne, moi je ne suis pas trop d'accord. J'ai dit, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un peu entre griffes rebelle, un peu... C'est ça aussi. Parce que l'enfant, c'est l'enfant, on est en Afrique. Hein. Le père, je ne vois pas un père en train de dire, il faut m'appeler papa. Non, hein, c'est vous qui... Papa, oh! Oh! Bon, je ne sais pas. on est d'accord avec votre point de vue. En Afrique, on a des valeurs. Et comme on le dit très souvent, l'enfant n'a jamais raison. Mais là, la situation, le cas est vraiment différent. Moi, je parle à partir du moment où elle a eu la chance de retrouver les parents, en fait. Voilà, l'absence a été déjà consommée. Maintenant, elle les retrouve. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous auriez tout de même... Voilà. Oui, allez-y. Vu qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle les attendait au tournant. Voilà. Donc, quelqu'un que tu attends au tournant, la personne est dans ton piège. Tu es là, la personne est là. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Pourquoi est-ce que vous pas saisi? Non, en fait, ce n'est pas question d'Afrique, ce n'est pas question d'Amérique. Un cerveau, c'est un cerveau. Voilà. Donc... Voilà, un cerveau, c'est un cerveau, un enfant reste un enfant, quel que soit l'endroit. Donc, c'est ça. Le truc, c'est que, comme je disais, comme j'écris dans mes livres, c'est cette communication psychologique entre le père et la mère, qui est vraiment entre les parents et les enfants, qui est vraiment oubliée dans notre société. Et c'est difficile de rattraper quand on perd certaines années, comme la mienne, certaines années. On a forcément besoin d'une troisième personne avec qui on peut... Un arbitre. Voilà. Et vous, comment vous vous percevez aujourd'hui? Est-ce que vous vous percevez comme une victime ou une survivante? Je ne dirais pas une victime parce que je crois encore qu'ils ne l'ont pas fait sciemment. C'est des choses de la vie qui sont arrivées. Je me situe en tant que quelqu'un qui est peut-être destiné à vivre ça pour inspirer d'autres personnes. Vous assumez alors votre passé. Bien sûr. Justement, ce qui serait intéressant, juste après je vous passe la parole Raïssa, il serait donc intéressant qu'on puisse savoir les moyens que vous avez utilisés, parce que beaucoup ont abandonné. Comme il le disait, des personnes vivent ce genre de situation, se réfugient dans la drogue, dans l'alcool. Heureusement, vous n'avez pas basculé. C'est vrai que cela a causé beaucoup de tard, de déséquilibre certainement dans votre vie. Mais comment est-ce que vous parvenez à remonter la pente et être la femme belle, pleine d'assurance sur ce plateau? J'ai eu la grâce d'avoir un entourage assez positif et j'ai eu la chance aussi de grandir, comme je l'ai dit, dans une famille très chrétienne. Donc j'avais déjà une base de toujours croire en quelque chose et de continuer sa vie. Et aussi aux États-Unis, quand je suis partie, j'ai fait 5 ans à la maison sans travailler. Et pendant ces 5 ans, en tant que journaliste, j'avais déjà ce petit reflet-là de faire beaucoup de recherches. Donc j'allais tout le temps sur Google.
Et je faisais des petites recherches sur la psychanalyse, sur beaucoup de choses, sur la démonologie, ce genre de choses, pour essayer de comprendre un peu d'où me venaient ces crises et tout. Et après, j'ai commencé à beaucoup lire sur la positivité de l'esprit et de ce self, comment dire, de devenir ce qu'on veut devenir. Donc, je n'ai pas laissé cet art-là, en fait, me retenir back. Donc, je dis, il faut que j'avance. I gotta move on. Yes. All right. Oui. Est-ce que vous êtes en contact avec vos parents? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec vos parents? Je suis en contact avec ma mère, puisqu'elle vit aux États-Unis. Je ne suis pas en contact avec mon père. Pourquoi? Avec le père. Ah, les papas pardonnent pourquoi? Non, je veux savoir. Pourquoi on a réussi à pardonner, en quelque sorte, maman et pas papa? Parce que c'est moi qui décide. Voilà. Alors, Lynn, ce qu'on voudrait savoir, comment est-ce que vous êtes passée à l'écriture? Comment vous avez réussi donc à noyer vos soucis dans l'écriture? Donc, j'ai essayé de retranscrire mes inspirations quand j'ai passé 5 ans à la maison, là-bas, sans rien faire. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'est pas venu comme ça. Quand j'avais 16 ans, non, quand j'avais 15 ans, j'écrivais généralement des short stories pendant que le professeur parlait. Des courtes histoires, voilà, des courtes recueils. histoires, exactement. Des courtes histoires. Et je faisais ça vraiment de manière récurrente, quoi. Et ça m'a valu des zéros, mais bon. Ouais. Donc, quand je suis arrivée là-bas, 5 ans à la maison, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire beaucoup de manuscrits. Et après les 5 ans, j'ai décidé de faire sortir les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme? Oui. Il y en a plusieurs, hein? Bien sûr. Est-ce que dans ce livre, vous parlez de vous? C'est une sorte d'autobiographie ou pas? Voilà, c'est une sorte de discussion entre le pasteur, moi et le psychologue. Donc, on essaye de trouver la raison pour laquelle le cerveau nous fait des tours de temps à autre. Et pourquoi est-ce que j'avais ces paniques? Et pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnes qui vivent pire que moi, qui n'ont pas de panique. Pourquoi est-ce que moi, j'ai des paniques? Donc, le pasteur parlait de la Bible, le psychologue parlait de la science, de la réalité, et moi, je parlais de mon expérience personnelle. Oui, précis. Oui, et tout à l'heure, enfin, depuis le début même de votre prise de parole, vous avez beaucoup parlé de christianisme, du fait qu'on vous enseignait, la famille était beaucoup chrétienne, vous avez même travaillé avec un pasteur et toutes ces personnes qui vous ont appris comment réussir à cadrer ses émotions et tout. Mais il n'y avait pas une petite partie de pardon, comment faire... Oui, parce que je me dis, pour des gens qui sont très croyants, pour des gens qui lisent la Bible et tout, il y a cette option pardon, pardon aux parents, pardon à maman, pardon à papa. Avez-vous pardonné ça n'a pas un peu pour lui emboîter le pas? Est-ce que vous avez grandi pardonné dans une famille chrétienne? cette absence à vos parents? J'ai pardonné. J'ai pas oublié. Pas juste du bout des lèvres, hein? Non, j'ai pardonné, de du manière fond du sincère, cœur? bien sûr. Mais on dirait que votre attitude, quand même, surtout quand on parle plus s'oppose avec papa. ou décrit le contraire de ce que vous dites en ce moment. Mais ce que je veux savoir, est-ce que vous-même, vous n'avez pas quelque part un peu peur d'être plus tard une mauvaise mère, vu l'expérience que vous avez vécue? Je dirais pas ça. Après beaucoup de recherches, je dirais pas ça. J'ai compris. Parce que j'ai pas l'entièreté de la vérité. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pour mon père qu'il est parti 3 ans avant ma naissance et qu'il a essayé de me joindre à plusieurs reprises. Il n'y avait pas de cell phone avant. Donc, c'était téléphone fixe. Et il fallait savoir où ma mère est. Donc, je vais dire, c'est vrai qu'il y a ça, mais certainement qu'ils ont été poussés par quelque chose qui s'est passé à cette période-là et ils n'avaient pas la possibilité de m'avoir à leur disposition. Donc, bien évidemment, quand on grandit, quand on est petit, on est bourré de haine, mais quand on grandit, on est appelé à être mère demain, on a une raison sur laquelle on se base. Puisque vous êtes, comme elle le disait, vous êtes aujourd'hui guérie selon vos recherches, selon vos croyances, selon les psychologues que vous avez rencontrés, pourquoi vous ne tentez pas une réconciliation pour être en paix avec vous-même? En fait, ma mère, on s'est réconciliés. Hein. On n'a pas parlé du sujet. Voilà, moi j'ai essayé d'éviter le sujet au maximum parce qu'après ça réveille les plaies, après on clash parce qu'on a le même caractère. On est très, très, très dur. Donc je lui ai demandé pardon, elle m'a demandé pardon, puis on a move on. On a juste oublié, quoi. Voilà.
D'accord, j'ai vraiment peur que ce mur devienne un ennemi pour vous-même. Mais bon, heureusement que vous... En fait, ça ne sera pas un ennemi pour moi si je ne conçois pas ça. Si je conçois ça, ça devient un ennemi pour moi. Et aujourd'hui, est-ce que vous attendez quelque chose de vos parents? Absolument rien. Même pas un peu d'affection? Non, j'ai de l'affection, bien sûr. Non, de vos parents. Je sais que votre mari vous gâte. Papa, maman. Oui, bien sûr. J'aimerais bien qu'ils tiennent leurs petits-enfants. J'aimerais bien... Ils sont là, c'est vous qui ne voulez pas. Les amener. Lynn, Carole. J'aurais besoin aussi de la bénédiction aussi, parce que c'est ça aussi. Absolument. Permettez-moi, avec votre permission, Caroline, est-ce que ce pardon-là se ressent à travers vos écrits? Est-ce que vous avez levé un peu la plume? Est-ce que vous avez tout dit? Pour ne pas heurter aussi la sensibilité des lecteurs. En fait, j'ai pas fait de biographie à part les maladies de l'âme. Les autres sont carrément des créations, mais toujours basées sur un peu d'émotions, des choses comme ça, quoi. Mais sinon, ma biographie elle-même, elle s'appelle Nina, parce qu'on m'appelle Nina à la maison. Donc, elle, je suis en train de réécrire. Et celle-là, par contre, à la fin, je pardonne, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les rencontrer. J'ai envie de dire maman pour la première fois, j'ai envie de dire papa aussi. Donc, mon père, je me rappelle quand je l'ai rencontré, il m'appelait ma puce. Je n'étais vraiment pas habituée à ma puce. J'étais habituée à Nina. Merci beaucoup. Eh bien, l'échange se poursuit. Vous voulez intervenir? Sinon, recevons à présent, très cher public, Paulus pour les interventions du public, des téléspectateurs. Merci de recevoir Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous les téléspectateurs. Ils sont si nombreux sur la page Facebook de C'est Midi que je ne sais quel message choisir, mais bon, on va essayer. Alors, on a déjà Sika Dieudonné, il dit « Ma sœur Yako, chaque vie a une histoire. Bon, je crois que ce vide-là, ça a été choquant, mais Dieu sait tout. Courage à toi. Et moi-même, j'ai été dans une situation pareille. J'ai essayé d'oublier et les choses vont mieux aujourd'hui. Donc, c'est plutôt un conseil. On a Rendon Jiménez, oui, c'est son nom. Il dit, moi, je pense que ses parents l'ont peut-être quitté parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas lui donner une bonne éducation. Stéphane Bogu, il dit, j'aimerais savoir, après toutes ces années d'absence, quelle a été votre réaction lorsque vous les avez revus automatiquement? Quand j'ai revu ma mère, on a parlé juste 15 minutes après, je suis sortie. Quand j'ai vu mon père, on s'est entretenus. Et on a parlé longtemps. L'émotion, le sentiment que j'ai eu, c'était un sentiment de retrouvailles, je dirais. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de les avoir retrouvés. Voilà. D'accord. On a Isiaka Traoré, il nous suit du Burkina Faso. Il dit l'écriture réparatrice, c'est sûr qu'elle va peut-être réconcilier ton cœur, surtout si tu essaies de pardonner à ton père. Jean-Martin Ladé, il dit si je comprends bien votre histoire, l'écriture vous a apporté un certain réconfort. Mais donc, quels sont les thèmes que vous abordez généralement dans vos œuvres? Et c'est vrai que le sage a parlé de poèmes, mais pourquoi ne pas retranscrire ce pan de votre vie là dans une œuvre? Voilà, donc, comme je disais, les attaques de panique que j'avais, c'était une toute petite peur au départ. Après, c'est devenu une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis après, c'est devenu une panique. Donc, dans Nymphomane, je parle de répétition de comportement. Donc, c'est une personne qui aimait le sexe une fois, deux fois, trois fois, et après, qui a fait de ça une religion. Donc, c'est ce que je suis en train de retranscrire, en fait, dans tous mes écrits. Même avec Momo. Momo, il quitte du village, de faire Kessedougou. Il vient à Abidjan pour fréquenter chez son oncle. Et apparemment, son oncle l'utilise pour travailler, pour qu'il paye les factures dans la maison. Donc, Momo aussi se sont rejetés. C'est un peu... Je tourne autour du même style, en fait. Du rejet, des émotions, du caractère, du comportement. D'accord, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui, Caroline. Je reviens demain à la même heure. On t'attend avec impatience. Merci beaucoup, Paulus. Alors, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que Lynn Carole attend de cette émission? Qu'est-ce que Lynn Carole se disait avant de venir? C'est une émission que je regardais beaucoup à DC.
J'aimais bien, à cause de la gaieté, à cause de vos sourires, de Merci. la diversité de personnes Merci. sur le tableau. C'est vraiment, vraiment fashion, vraiment fun. Et, mais je n'avais jamais suivi cette émission, cette rubrique, que je trouve d'ailleurs très thérapeutique. Ça vous fait du bien alors? Beaucoup, absolument. Ça vous fait du bien de parler de votre histoire? Absolument. Absolument. Alors, on est content quand même d'y avoir contribué, mais est-ce que là, à chaud, il y a des décisions que vous avez envie de prendre vis-à-vis de vos parents? Décision vis-à-vis de mes parents, je ne comprends pas. Vous voulez faire le pas, vous voulez quand même essayer d'aller vers eux parce que vous leur avez pardonné, parce que vous vous dites, c'est la vie, ils avaient certainement leurs raisons. Il y avait peut-être un peu d'irresponsabilité quelque part, mais en même temps, avec la maturité que moi j'ai aujourd'hui, avec la chance que j'ai eue de voyager, la chance que j'ai eue d'avoir un mari super aimant, je peux quand même leur donner cette chance-là de recevoir mon amour, de recevoir mon affection. Bien sûr. Vous avez envie de le faire? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai fait avec mon père. Laissez-moi vous embrasser. Laissez-moi vous embrasser les jaloux, vous pouvez applaudir. Je suis contente. Je suis vraiment contente que vous ayez envie de faire ce pas-là. Vous allez voir, ça va faire non seulement du bien à vos parents, mais vous aussi, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire du bien. Et nous voulons inviter tous les téléspectateurs qui se retrouvent dans la même situation à faire le pas. Quand vous avez la haine, ça vous bouffe la vie, ça vous pourrit la vie. Ça détruit. Bien sûr, la haine, c'est ça. Ça fait partie des maladies de l'âme. C'est une petite rébellion. C'est des pensées très négatives. C'est cela. Après, ça devient beaucoup de choses. Voilà. J'ai vraiment pas la haine. J'ai beaucoup de questions, en fait. C'est cela. Parce que j'adore les questions. Allez-y, posez les questions. Allez poser les différentes questions à vos parents et ça va se résoudre. Pourquoi vous êtes parti? Ça va vous aider, c'est sûr. Exactement. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous m'avez abandonné? Je suis sûre que quand ils vous regardent aujourd'hui, ils ont envie que vous les appeliez papa, maman, parce que vous êtes une très belle femme, franchement. Merci. Alors, on vous retrouvera pour une série de dédicaces aussi. Hein. Voilà, parce que vous avez fait vos œuvres, il faut absolument que le public découvre ces œuvres-là. C'est quand vos dates? Donc, c'est le 18, le 22, 18 à la librairie de France du Plateau. D'accord. Et le à quelle heure? De 11h à 15h. Et à Prima, c'est de 14h à 18h. Et à Sokosé, c'est de 14h à 18h. Donc, 18, 22 et 26. Merci infiniment. Restez sur le plateau, très chère Lynn Carole. Nous allons rester dans le domaine de la littérature. C'est fini, hein? Palabre est fini, le mur a été brisé, elle a décidé de se réconcilier véritablement avec ses parents. Voilà, donc c'est terminé, la tristesse est terminée parce que je sais qu'au fond de vous, vous dites, mais le ciel est dû un peu. Elle est due parce qu'elle a vécu des choses que vous n'avez pas vécues. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y aura forcément un changement. Merci en tout cas d'avoir accepté d'échanger, de nous partager cette expérience. Et le sage Cassie, le doyen, il a changé de nom.